Je suis en train de partager ça et normalement, Céline, on devrait le voir à l'écran là-bas. Oui, j'ai ouvert le micro. C'est bon? Bonjour à tous. Du coup, je suis Céline, je suis infirmière de coordination dans l'équipe de l'hospitalisation à domicile du Centre Lombera. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Eric Rodriguez, qui est infirmier anesthésiste dans l'équipe de l'UAV, donc unité vasculaire d'accueil vasculaire du Centre Lombérard. Et vous aurez la deuxième intervention par le docteur Rosey, qui est médecin anesthésiste. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie. N'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions sur le chat. Et on y reviendra du coup après les interventions ou pendant les interventions selon vos besoins. Voilà, bon après-midi à vous et à tout à l'heure. Allez, go. On est parti. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous faire une présentation qui a duré une petite heure. On va essayer de passer un petit peu en revue les différents accès vasculaires que vous pouvez trouver chez les patients du Centre Lombérard. On va les passer les unes après les autres avec un petit peu les petits conseils et méthodes qu'on peut vous proposer pour que ça se passe assez bien avec ces KT, avec des petites spécificités, des nouveautés, des choses qui évoluent en permanence. Voilà. Hop, je vais un peu vite. Je commence simplement par vous présenter notre unité d'accès vasculaire. Pour mémoire, ça a été la première unité d'accès vasculaire en France en délégation. C'est-à-dire qu'on est actuellement 8 poseurs, infirmières de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes et infirmiers diplômés d'État. Donc, on pose à peu près entre 3000 et 3500 cathéters par an. Et on a une file active de 4500 cathéters en gros, qui tourne entre l'HAD, les hospitalisés, les patients suivis par le centre. Voilà. On a en plus une consultation infirmière avant et après la pause. Ça permet de donner à vos patients un maximum d'informations, en espérant qu'ils retiennent les points forts de ces consultations. Ça nous permet de les former un petit peu à l'utilisation du KT, de découvrir un petit peu comment ils vont vivre avec. On espère que c'est suffisant et que ça marche pas mal. On sait toujours qu'il y a des informations qui passent parfois pas très bien. Donc voilà, on leur propose. On a une hotline, donc vous voyez le numéro ici apparaître. J'espère qu'il est en totalité. Moi, à l'écran, je ne l'ai pas. Il manque un chiffre, mais ce n'est pas grave. Voilà, cette hotline, en fait, elle a été créée pour permettre, d'une part, à nos patients, mais aussi à vous, soignants comme nous, infirmiers, infirmières, à l'extérieur, de pouvoir nous joindre pour gérer un certain nombre de problèmes avec nos patients. Voilà, pour que quand vous avez un problème de KT, que vous puissiez nous appeler. Alors, 7h30, 16h, grosso modo, c'est les horaires traditionnels. Et puis, vous aurez au téléphone l'un ou l'une des 8 poseurs qui seront à votre disposition pour répondre aux questions et organiser un petit peu les choses. Nos patients, parfois, vous pouvez régler vous-même. On va régler le problème d'écran. Oui, c'est ça. J'ai 2 dames autour de moi, spécialistes d'informatique, qui vont faire apparaître le 8e numéro de la hotline. Arrêtez de partager. Voilà. Et on va reprendre le PowerPoint. Celui-ci. Maintenant, il est coupé. Mais c'est pas. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, ça vient du diapo. Il est plus large que le, que le cadre. Ouais, on va le passer comme ça. Comme ça, ouais. Ouais. Donc, refais partage d'écran. Partager l'écran. Et tu choisis comme ça ici. Voilà. Pour moi, ça sera tout entier. On est revenu. Vous avez une petite partie à droite, à gauche qui ne sert pas à grand-chose, mais ça nous permet d'avoir l'image entière. Voilà, donc le numéro, vous l'avez cette fois-ci en totalité avec le 73 à la fin. Voilà, ça veut dire que c'est une hotline qui est à votre disposition à vous, et puis aux patients, parce qu'on leur donne beaucoup d'informations et que
on a un peu envie que s'ils aient des soucis, des choses oubliées, ils ont le droit, en général, ils focalisent volontiers sur une information et ils oublient les autres. Donc, ça nous permet d'avoir des relations avec eux et avec vous vers l'extérieur. Donc, n'hésitez pas quand il s'agit de patients du centre Lombera. On sera ravis de s'en occuper, d'autant que si vous verrez les complications avec le docteur Rosé dans un deuxième temps. Quand vous avez des complications, c'est bien qu'on puisse en parler ensemble. Il n'y a pas toujours de solution, mais au moins, si on doit rapatrier le patient vers le centre Lombera, on peut en amont, nous, organiser les choses et leur faciliter la vie pour qu'ils soient attendus et que les choses se passent au mieux. Voilà. Hop, tac. Ça ne veut pas défiler. Si, ça y est. OK. Alors, on pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'un patient a un pic, pourquoi est-ce qu'un patient a un PAC ou autre. On a un arbre décisionnel ici qui vous permet de voir un petit peu comment on choisit le KT et les raisons pour lesquelles on choisit l'un plutôt que l'autre. La première grande partie, c'est tout ce qui est troubles de l'hémostase qui vont nous faire décider. Un patient qui a des troubles de l'hémostase, il sera récusé au moins provisoirement à la pose d'un PAC. Donc, il ira directement en direction du pic. Pour un patient qui n'a pas de trouble de l'hémostase, pour qui tout va bien, on va se poser surtout la question du traitement, de savoir s'il est continu ou discontinu. Clairement, les patients qui vont avoir un traitement, un jour à l'hôpital de jour, puis qui vont partir à l'extérieur pendant 2-3 semaines, on ne les embête plus. C'est un traitement qui va être qualifié de discontinu et on lui mettra plutôt un PAC puisqu'il pourra vivre plus normalement sans avoir la contrainte du pansement. Par contre, si on est sur un traitement continu, c'est-à-dire des soins clairement quotidiens, là, on favorisera plutôt le PICC line qui, effectivement, est plus adapté dans ces cas-là. Voilà. Ensuite, la troisième partie qu'on va faire intervenir, c'est la durée du traitement. Là, on a mis 4 mois, on est entre 4 et 6 mois. Les patients qui ont des traitements entre 4 et 6 mois, on va plutôt leur proposer un PICC line, effectivement. Ceux qui ont un traitement plus de 6 mois, on va leur proposer plutôt un PORT, une chambre implantable. Voilà. On voit qu'en rose interviennent à chaque moment le choix du patient. On aimerait essayer effectivement de voir les patients en consultation un petit peu plus tôt avant et de discuter avec eux pour éventuellement voir si on a la possibilité de faire des changements et de s'adapter plutôt à ce dont ils ont envie et besoin eux. Pour ça, ça nécessite une vraie explication et du temps pour expliquer aux patients quels vont être les tenants aboutissants de ce KT, les inconvénients, les avantages. Effectivement, on essaye de privilégier quand on peut le choix du patient. Voilà. Donc, ces 4 contraintes sont là. On aura le PICC line, on a la chambre implantable, bien évidemment, et on a depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, l'arrivée du PICC port, qui est une chambre implantable, mais au lieu d'implanter en thoracique, on l'implantera dans la face interne du bras. Alors, ça se développe de plus en plus, on en met de plus en plus maintenant. Donc, vous serez amené à en croiser. Globalement, le traitement et l'entretien est le même que pour une chambre implantable. C'est juste le lieu d'implantation qui change. Pour le reste, il n'y a pas de particularité qui vous ferait avoir d'autres modifications. Voilà. Tac, hop, voilà. On a une question, est-ce qu'on pose des midlines? Oui, je vais en parler en toute fin d'intervention du midline. C'est ma dernière diapo. Alors nous, ici, au Centre Lombard, on n'en pose pas énormément. On en pose quand même un petit peu, hein, mais ça a des indications, vous verrez dans la dernière diapo, qui sont vraiment très restrictives. Le midline, on verra tout à l'heure, c'est pas une voie veineuse centrale, hein, c'est une voie veineuse périphérique. Donc, ça a une durée de vie courte, 30 jours, ça a des contre-indications. On ne peut pas faire de chimiothérapie sur un midline, sauf les chimiothérapies acceptables sur un cathlon. Ils sont très rares, hein, ça reste une voie veineuse périphérique. Voilà. On ne peut pas faire d'alimentation parentérale. Voilà. Alors, parfois, on confond un peu parce qu'effectivement, d'aspect extérieur, c'est à peu près la même chose. Au moins, le visuel est à peu près le même. Nous, on a simplement changé de marque de manière à ce que chez nous, le PICC line soit violet et que le midline soit vert. Comme ça permet aux infirmières de mieux le truc. Mais vous verrez la dernière diapo, c'est plus visible, on verra mieux comment ça se passe pour le midline. Voilà. Mais en cancérologie, effectivement, quand on est dans l'épargne de veines, parce qu'on sait que les traitements vont être de plus en plus longs, il faut épargner les veines de nos patients. C'est parce où ils en seront dans 5 ans, dans 10 ans. Donc vraiment, on essaie de trouver le bon cathéter pour le bon patient au bon moment. Et le midline, clairement, en cancérologie, il a une toute petite place pour vraiment des traitements courts, antibiothérapie, sur 15 jours, par exemple. Voilà. Donc, le PAC ou chambre implantable, on va faire le PAC d'abord, le PICC ensuite, et on finira par le midline. Je vous ai fait quelques diapos, je vais passer un peu vite, mais simplement pour vous rappeler ou vous expliquer, pour celles qui ne savent pas, comment on pose un PAC ici au centre, comment les infirmières posent ce PAC. Voilà. J'ai détaillé en quelques photos, alors c'est très simple, je vais vous les commenter, il n'y a pas de choses particulières.
Première particularité, on fait toutes les ponctions de veine ici se font bien sûr sous échographie, fini la douce période du jardinage dans le cou du patient d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est échographie obligatoire. Le protocole de délégation du centre Lombera, c'est-à-dire le protocole qui permet aux infirmières de poser ces cathés, dit veine jugulaire, systématiquement. Vous pouvez trouver, alors chez nous, si c'est nous qui posons, ça sera veine jugulaire, systématiquement. Par contre, si vous pouvez retrouver des packs ou des chambres implantables qui sont implantés dans la veine sous-clavière, mais par des médecins, des chirurgiens vasculaires ou des chirurgiens tout court, qui viennent d'autres établissements. Voilà. Nous, il nous arrive de piquer en veine sous-clavière, effectivement, mais dans ce cas-là, c'est les médecins qui viennent prendre le relais, c'est que la veine jugulaire n'est pas accessible ou difficilement accessible. Voilà. Sous écho, bien sûr. Voilà. Une petite photo, alors je vous l'explique parce qu'elle n'est pas forcément très visible. La tête du patient est ici, bien sûr. Vous voyez sa clavicule, le pectoral est là. Voilà. Repérage sous échographie avec une aiguille. Alors maintenant, on ne fonctionne plus comme ça, mais le système est quasiment le même. C'est la méthode dite Seldinger, que vous devez connaître, vous avez croisé dans votre carrière, j'imagine. On fonctionne d'abord avec une aiguille. Ensuite, on va glisser un petit guide métallique qui va aller tranquillement dans la veine. Ensuite, on va retirer l'aiguille et on va placer à la place ce qu'on appelle un dilatateur qui va permettre qu'on va ensuite retirer le guide et glisser le cathéter dans ce fameux dilatateur que vous voyez ici, rouge avec le petit bout noir. Voilà. Hop. Et le cathé qui ici monte doucement dans la veine. On va ensuite pouvoir, voilà. On va ensuite pouvoir monter le cathéter que vous voyez ici. 6-7 French en général. Le petit dispositif ici que vous voyez, le petit fil rouge qui se promène et qui s'en va, c'est le nouveau mode de géolocalisation des cathéters. Alors, pour celles qui, comme moi, ont un peu d'ancienneté, les anciens systèmes, c'était d'utiliser la radio. On faisait de l'ampli de brillance et on faisait un cliché radio pour positionner correctement notre cathéter. Aujourd'hui, on a arrêté. Alors, on le fait encore dans de très, très rares cas, mais on a des modèles, des systèmes de géolocalisation avec un système qui s'appelle l'endocavitaire. En fait, ce petit fil que vous voyez partir est relié à une électrode. On a ensuite 2 électrodes sur le thorax du patient et ça nous permet de mettre le cathéter exactement là où il doit être en le positionnant avec ce système. On injecte un liquide salin qui fait conducteur et qui va nous montrer où se trouve exactement le cathéter. Voilà, vous avez un petit écran pour le système de guidage. Ici, vous avez un électrocardiogramme du patient tout à fait normal. Et vous voyez qu'ici, en fait, en dessous, vous avez ce qu'on appelle une ascension de l'onde P, qu'on voit ici. L'onde P qui est toute petite ici, est immense ou beaucoup plus grande. Elle rejoint quasiment la hauteur du QRS ici. C'est qu'on est en bonne position. Simplement, l'électrode endocavitaire, c'est-à-dire l'extrémité du cathéter, est en train de, quand on a une ascension d'onde P qui est maximum, c'est en fait qu'on est dans la zone atriocave, l'atrium de la veine cave, son extrémité, juste avant de rentrer dans les valves. Et là, on est en fait au-dessus anatomiquement, pour ceux qui se souviennent du faisceau de His, on est anatomiquement exactement au-dessus du nœud sinusal. Et en fait, cette onde P ascensionnée, c'est simplement l'électrode qui capte l'impulsion du nœud sinusal et qui nous fait dire qu'on est exactement au bon endroit. Voilà. Ce système de géolocalisation, il permet effectivement de ne plus faire de radio avec les inconvénients que ça posait, avec le poids d'un âne mort, d'un appareil de radio, le tablier de plomb pour les poseurs, etc. Et puis, bien sûr, l'épargne des rayons pour les patients qui se prenaient quand même quelques clichés, ce qui n'est pas toujours très bon pour les patients qu'on essaye en tout cas de réduire au strict minimum. Voilà pour la partie géolocalisation. Ensuite, infiltration d'une anesthésie locale sur la zone qui va recevoir le cathéter, une incision avec une lame de bistouri. Vous retrouvez des incisions qui aujourd'hui font 1,5 cm, 2 cm grand max, ce qui va nous permettre ensuite de créer ce qu'on appelle la loge pour installer le boîtier que vous pouvez toucher régulièrement dans votre système. La tige métallique, c'est un tunneliseur. On va simplement passer de cette zone-là à cette zone-là pour aller récupérer le cathéter et le ramener dans la zone où il va être connecté avec le boîtier. Voilà. Ici, on le voit qui revient. On a une petite boucle ici. La distance qu'on a repérée tout à l'heure avec le système de guidage, on l'a ici, on sait qu'on est à 18, 19, 20 cm, 16 selon la morphologie, la taille des patients. On va bien fixer la bonne distance et on va tirer doucement le cathéter jusqu'à ce qu'il prenne sa place en bonne position. Hop. Ensuite, on va adapter le petit boîtier, ça vous connaissez par cœur. 2 petits fils, effectivement, qui partent à droite et à gauche du boîtier. Ici, au centre, on a décidé de fixer les boîtiers sur le plancher pectoral
simplement pour éviter les inconvénients qu'on trouve de temps en temps. C'est des boîtiers qui ont tendance à tourner sur eux-mêmes. L'espace est parfois un petit peu large, et lorsque le patient fait des mouvements, le risque, c'est que le boîtier se retourne et qu'on se retrouve à taper dans les fesses du boîtier et qu'on ne puisse plus l'utiliser, qu'on soit obligé de le retourner. Donc nous, on les fixe sur le plancher pectoral, ce qui permet d'être sûr que pendant les premiers jours, les rotations de cathé, ça se passe très traditionnellement dans les premiers jours, puisqu'après, le corps a la particularité de capter, de faire un manchon de fibrine une plaque de fibrine qui immobilise le cathéter en position. Après, il ne tourne plus. Mais effectivement, il y a ce risque que dans les premières semaines, le cathéter tourne. C'est pour ça qu'on met 2 petits fils que vous voyez ici, qui vont être implantés, fixés. Voilà. Ensuite, on rentre le petit boîtier très simplement sous la cicatrice. Comme ça, vous le voyez ici apparaître, le point de ponction est toujours là. Et on va simplement faire une jolie cicatrice telle que vous la voyez ici. Alors, ici, vous voyez qu'on voit des petits points de fils qui apparaissent. Aujourd'hui, vous les retrouverez quasiment plus, parce que c'est vous qui allez faire. Alors, vous n'aurez normalement plus à faire de soins de pansement de Pâques sur nos patients, puisque maintenant, je vous le verrai dans la diapo suivante, on met de la colle biologique sur les cicatrices. Donc, normalement, vous n'avez plus à faire ces pansements qu'on faisait à 3 reprises dans les 10 jours qui suivaient la pause jusqu'à il y a encore quelques mois. Mais donc, ces petits fils-là, ils apparaissent de moins en moins parce qu'on fait des surjets où on enfouit le fil. Vous le verrez quand même apparaître chez certains patients, ne soyez pas étonnés, qui ont des peaux un petit peu fragiles pour lesquelles on a du mal à faire tenir. On n'est pas sûr que le surjet tienne bien, les peaux très fines d'ailleurs. Moi, je fais encore quelques nœuds parfois aux extrémités. Donc, c'est rare, mais ça peut éventuellement arriver. Mais bon, ce n'est pas très grave puisque c'est du fil qui est résorbable. Tout ce qu'on met en fil, que ce soit suture, fixation, tout est en fil résorbable. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème de fil qui ressort. Si toutefois la boucle n'est pas partie et qu'un patient vous dit c'est pas parti, on tire simplement dessus, elle casse, puisque la partie intérieure du fil a déjà été mangée par le corps. Donc, il ne reste plus que le petit nœud qui s'incruste un petit peu comme ça pour vieillir tranquillement. Voilà. Désolé pour la photo qui est assez médiocre, mais voilà ce que donne une cicatrice avec de la colle biologique. La colle biologique qu'on utilise ici, elle a une couleur violette, vous voyez ici. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a un petit rond de colle ici, un petit rond de colle sur toute la cicatrice, environ 5 à 7 mm autour de la cicatrice, on met de la colle. On donne comme consigne aux patients juste de ne pas se doucher, de ne pas mouiller la cicatrice, ils peuvent se doucher, mais de ne pas mouiller la cicatrice pendant les 24 premières heures. Ensuite, ils peuvent projeter de l'eau sur la cicatrice puisque la colle est devenue parfaitement étanche au bout de 24 heures. Voilà. Cette colle, ils ont aussi consigne de ne jamais la gratter pour justement qu'elle reste bien homogène sur la cicatrice et la protège. On leur explique qu'effectivement, elle va se mettre à peler en 10 à 15 jours. C'est assez variable d'un patient à l'autre. Donc voilà, il faut juste regarder, jeter un œil. De votre côté, normalement, il n'y a pas de soin à faire particulier. Parfois, effectivement, la colle, chez quelques patients, on a vu ça, la colle, elle ne se résorbe pas. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, vous avez toujours de la colle qui est intacte. Exactement. Donc, il faut simplement la tirer, elle se décolle comme un autocollant, en une seule partie. Voilà. Mais autrement, c'est vrai que c'est une avancée parce que ça évite de faire des pansements pour les patients et surtout, ils peuvent se doucher dès le lendemain. Voilà. Vous verrez qu'on utilise la colle biologique aussi dans d'autres circonstances, notamment pour les pics. Voilà, pour la pause. La consigne, bon, je vous apprends rien en vous expliquant que c'est une aiguille de Hubert. J'imagine que chacun d'entre vous a déjà vu une aiguille d'Hubert et sait pourquoi elle s'appelle Hubert, pas parce qu'elle est coudée, mais parce qu'elle a un biseau tangentiel comme celui-ci, d'accord ? Ce qui permet de ponctionner dans le boîtier sans faire de carotte. Si vous aviez un biseau traditionnel, comme on l'a sur les trocars ou les aiguilles en général, à chaque fois vous feriez une carotte de silicone. C'est pour ça qu'on utilise ces biseaux tangentiels, qui sont des aiguilles de Hubert, inventées par M. Hubert, et qui permettent de ponctionner dans ces boîtiers. Voilà. Quand vous ponctionnez dans le boîtier, évidemment, refus obligatoire, on le verra tout à l'heure encore dans les complications et l'intervention de M. Roset, refus obligatoire et ensuite rinçage, pulsé, 20 ml. Alors, je sais que 20 ml, c'est un peu discuté. L'idéal, c'est 20 ml pulsé, quoi qu'il arrive. Je sais qu'à domicile, c'est parfois un petit peu compliqué. Enfin, les infirmières de l'HAD, d'hospitalisation à domicile du CLB, maintenant, vous devriez avoir 2 seringues de 10 à disposition pour rincer bien 20 cc. Voilà. Les vraies recommandations, c'est 20 cc
pulser pour bien nettoyer l'intérieur du cathé, dans les packs notamment, dans les chambres implantables, notamment le boîtier à l'intérieur. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui reste, autrement, c'est là que les complications arrivent. Voilà. Pour le pansement, il doit être effectivement comme celui-ci, c'est-à-dire le point de ponction doit être visible, il doit être bien évidemment complètement occlusif. Et les dernières recommandations montrent bien, vous voyez ici le tuyau de l'aiguille de Hubert qui part avec son clan, et ici vous avez un prolongateur avec un robinet 3 voies aux extrémités. Les recommandations disent bien que la première connexion depuis l'aiguille de Hubert doit être sous pansement stérile. Et si vous êtes amené à manipuler cette première connexion, vous devez, comme quand vous faites une réflexion de pansement, le manipuler avec des gants stériles, masque, Charlotte. Ça fait partie du pansement et les recommandations sont claires, cette première connectique doit normalement être stérile. Voilà, pour éviter toute complication. Hop. Je vous ai mis une petite photo d'un pic-port. Grosso modo, voilà, vous voyez que la cicatrice est la même. On voit bien la colle biologique violette ici. Le boîtier, il est là, sous la peau. Voilà, la ponction est un petit peu en haut. Les pic-portes, donc, on les réserve aujourd'hui à des traitements plutôt courts, 6 mois, plutôt des patientes type cancer du sein et autres. Mais voilà, ça se développe doucement. Le petit bémol au pic-porte, c'est que on va piquer dans une veine du bras et il faut qu'elle ait un diamètre suffisant pour recevoir un cathéter de 5 French. Donc, il faut vraiment que ce soit, pour qu'on n'ait pas de problème de thrombose de veine, il faut vraiment que ce soit de belles veines. Donc, soyez pas étonnés si votre point de ponction, là, il est bien situé parce que la patiente avait une jolie veine. Il n'est pas rare qu'on ponctionne quasiment en axillaire le point de ponction pour vraiment être dans une zone très, très, très grosse de la veine. Et ensuite, on va tunneliser, c'est-à-dire que le tuyau va passer non plus dans la veine, mais sous la peau, jusqu'à rejoindre le boîtier qui se trouve ici. Voilà. Particularité du pic-porte, effectivement, comme la peau est plus fine ici et que le bras est moins épais qu'un thorax, on conseille souvent de ponctionner avec des aiguilles, nous ici avec du 20 gauche, c'est sûr, mais du 15 mm. Vous allez voir que si vous passez au-dessus de 15 mm, vous risquez d'avoir une distance assez importante entre la partie mousse de votre aiguille de Hubert et la peau du patient. Donc vraiment, nous, on le met en recommandation, en post-it dans les dossiers informatiques. Il faut vraiment ponctionner avec du 15 mm, pardon. Voilà. Autrement, le pansement pendant la ponction est exactement le même. Le reflux, le rinçage 20 cc pulsé, on est sur une voie centrale, indiscutablement, mais effectivement implantée sur la face interne du bras. Alors, on essaye de le mettre pour des patients qui vont avoir un traitement discontinu, parce que le petit inconvénient du système, c'est que vous imaginez bien que quand vous avez un pic-porte avec une aiguille posée dedans, un pansement et l'épaisseur du pansement, ben, votre patiente, elle a du mal à ramener son bras contre le thorax. Donc, on peut difficilement lui demander d'être en permanence pendant plusieurs jours avec le bras décollé du thorax. Il faut marcher avec le bras en l'air. Alors, on ne se voit pas, mais je peux pas vous faire la démonstration. Vous comprenez bien qu'effectivement, c'est pas très simple. Donc, on propose plutôt à des patientes qui vont avoir traitement pendant quelques heures en hôpital de jour et qui ensuite vont rentrer à la maison. Les patientes en sont très contentes de ce type de dispositif. Clairement, c'est un peu le pic sans le pansement, parce qu'effectivement, elles n'ont pas la contrainte du pansement. Voilà. C'est quelque chose qui va pas mal se développer, à mon avis, et que vous allez voir de plus en plus dans les nouveaux cathés des patients. Voilà. Hop. Les complications du PAC et donc du pic-porte, parce que c'est à peu près les mêmes, je vous ai groupés ensemble. Je les cite simplement, les complications, vous allez les voir dans la deuxième partie avec le docteur Roset. Il va vous expliquer les complications et tout ce qu'on peut faire autour de ces complications. Donc, je les cite simplement. L'absence de reflux, effectivement, dans le PAC ou dans le PIC, il y a plusieurs possibilités. Soit l'extrémité distale s'est déplacée. On voit avec une file active de 3-4 000 patients qu'on a des cathés voyageurs et qu'on se retrouve parfois avec des cathés chez les patients qui toussent, par exemple, qui migrent en jugulaire ou dans la sous-clavière opposée, dans la zygos en arrière, etc. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de reflux sur votre cathé. Les ruptures de cathéter, c'est de moins en moins le cas, mais on en trouve encore. Des cathés qui sont rompus, une partie du cathéter est partie en balade dans la circulation. Et selon où se trouve la rupture, souvent dans la zone costoclaviculaire, eh ben, effectivement, vous n'avez plus de reflux parce que vous n'avez plus une voie centrale, mais un cathé rompu à la moitié de sa longueur. Voilà. La deuxième chose que vous pouvez avoir, c'est une extravasation. Est-ce que votre aiguille est toujours dans le PAC? Ça, posez-vous bien la question, particulièrement chez les patients obèses.
Alors pareil, vous ne pouvez pas me voir à la caméra, mais les patients ont tendance à se relever et à avancer leurs épaules, simplement, chez les gens qui sont un peu grassouillets ou voire franchement obèses, le simple fait d'avancer les épaules en gardant la colonne droite, faire cette petite sensation comme ça peut suffire à ce que l'aiguille du cathéter sorte du pack. Et souvent, on dit ben, votre pack fuit, alors qu'en fait, il ne fuit pas. C'est juste que l'aiguille est venue se positionner, coquine comme elles peuvent être parfois, entre la peau et le boîtier. Et là, effectivement, vous avez une fuite de produit. Vous n'avez pas de reflux, fort heureusement. Ça peut être un des éléments. Voilà. Donc, bien vérifier et surtout bien adapter autant que possible la longueur de votre aiguille de Huber. Alors, je sais que c'est fastoche pour nous qui sommes à l'hôpital et qui avons une gamme d'aiguilles de Huber large où on peut choisir la bonne taille, la bonne longueur, le bon truc. Et que vous, à domicile, ça peut être un peu plus compliqué parce que le matériel n'est pas toujours à disposition. Mais autant que faire se peut, il faut vraiment essayer d'adapter la longueur du cathéter, la longueur de l'aiguille au cathéter. Les patients un peu grassouillets, ne pas hésiter à prendre des aiguilles plus longues pour éviter qu'elle sorte du boîtier, à l'inverse des gens très minces, réduire la distance de l'aiguille pour que vraiment le plancher de l'aiguille de Huber soit posé sur la peau délicatement et qu'il n'y ait soit pas d'espace, soit qu'on ne soit pas obligé de pousser pour arriver à être dans la boîte. Voilà, bien adapter cette longueur. L'adage, pas de reflux, pas d'injection, mais ça vous connaissez, il n'y a pas de nouveauté dans le domaine. Voilà. Les autres complications, mais un peu plus à distance, des problèmes cutanés, des patients qui maigrissent énormément au moment du traitement et pour lesquels le boîtier devient un peu proéminent, avec une peau qui s'affine, avec des ponctions qui sont multiples quand vous avez des traitements très longs. On arrive à avoir des fragilités cutanées et des cathés qui sont quasiment visibles à travers la peau. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à prendre en charge, les faire revenir au centre pour qu'on règle le problème et qu'on trouve une autre solution avant qu'on ait des ruptures ou des ouvertures complètes du cathé. Ça nous est malheureusement arrivé. Voilà. On peut avoir, bien sûr, ça c'est malheureusement les infections. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, douleur au niveau du pack, bien évidemment, une rougeur, la fièvre, etc. Je vous ai mis asepsie, mais c'est bien une évidence pour nous, tous infirmiers, que l'asepsie est vraiment, vraiment primordiale. Voilà, j'en ai à peu près terminé pour ce qui est des chambres implantables. On va passer au PICC-LEN. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement. Non. Pas de questions. Eh bien, parfait. J'espère que personne ne s'est endormi. Si tout est... Allez, on passe au PICC-LEN. Donc, le PICC-LEN, c'est un cathéter à insertion périphérique. C'est un cathéter central. Hein. Là aussi, c'est une voie centrale. Il faut bien le dissocier. On verra avec le midline tout à l'heure. Alors, PICC-LEN, il en existe deux sortes. C'est important que vous le sachiez parce qu'on voit arriver des trucs un peu bizarres. Première chose, vous voyez ici un PICC-LEN qui comporte un clan. Quand vous avez un PICC-LEN qui a un clan, c'est qu'il n'a pas de valve. Inversement, celui de droite, alors là, j'ai mis un 2 lumières parce qu'il était un peu plus facile à voir. Les nôtres sont majoritairement une lumière. Sachez qu'on pose des 2 lumières aussi, vous avez dû en croiser de temps en temps. Là, vous avez la partie ronde, c'est une valve. Si vous n'avez pas de clan, vous avez une valve. Si vous avez un clan, vous n'avez pas de valve. D'accord ? Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde parce qu'on voit arriver, par exemple, des patients. Alors, ça, je sais que c'est les prestataires qui vous fournissent fréquemment des bouchons à valve, qui vous en donnent largue à manu. Il ne faut pas rajouter un bouchon à valve sur une valve. Vous multipliez les valves et vous multipliez le risque de stagnation, de dépôt entre les deux valves et donc d'infection. Donc, autant que possible, essayez de mettre des bouchons normaux, non valvés, sur des valves. Voilà, c'est vraiment important de le savoir. Sur un PICC avec un clan, vous pouvez effectivement mettre une valve. Le clan ne servira plus à rien, mais c'est presque un peu dommage. Donc attention avec ces bouchons à valve, de ne pas les utiliser un petit peu n'importe comment, ça peut nous poser des problèmes, surtout valve sur valve. Voilà. Et ça, on voit souvent des patients arriver avec ce type de situation. Voilà. Hop. Alors, comment est-ce qu'on positionne le PICC ? Vous les trouvez fréquemment dans ce qu'on appelle le tiers moyen du bras. Vous voyez ici le bras du patient, on a tiré un trait qui représente à peu près le milieu du bras. On va essayer d'être dans le tiers moyen. On va éviter la proximité avec le coude, bien sûr, parce que ça empêche la flexion du coude. On va éviter bien évidemment la zone axillaire, puisque la zone axillaire, transpiration, etc., c'est une zone où effectivement on risque d'avoir énormément d'infections. Donc l'idéal, c'est ça. Si les veines sont trop petites et qu'on est obligé de ponctionner très haut, on va tunnéliser le PICC pour le ramener dans la zone, dans le tiers moyen du bras. Ça, vous ne le verrez pas forcément, si ce n'est qu'il y aura peut-être un petit point de ponction très haut au niveau du bras. Ça ne changera rien dans votre utilisation, mais pour nous, c'est plus important. Toujours dans l'idée de garder un diamètre de veine suffisant.
C'est vraiment important pour nous de ne pas mettre des cathéters dans des veines trop petites. À partir du moment où le cathéter prend plus de 30% de la surface, du diamètre de la veine, on multiplie de manière explosive, exponentielle quasiment, le risque de thrombose sur ces veines-là. D'où la nécessité de ponctionner dans des grosses veines. Alors, il y a des patients pour lesquels ça pose aucun problème. Le tiers moyen est parfaitement adapté. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels il faut ponctionner beaucoup plus haut. Donc, soyez pas étonnés s'il y a un petit point de ponction plus haut. C'est simplement qu'on a tunnelisé. C'est-à-dire qu'à partir du point de ponction jusqu'au point de sortie de votre cathé, en fait, le cathé, il est sous la peau. Il n'est plus dans le vaisseau. Mais c'était volontaire. Il faut qu'il plonge dans le vaisseau à un endroit où le diamètre est suffisamment important. Voilà. Hop. Les veines du bras, c'est les veines brachiales et basiliques. Je ne vous prends pas trop la tête avec ça, mais très clairement, c'est intéressant pour les effets secondaires. Vous voyez ici l'artère. Si on était sous échographie, en compressant, on voit bien que l'artère est pulsatile et reste ronde, alors que la veine, elle, s'écrase. Ça nous permet de dissocier les veines et de viser bien les veines, bien sûr, et de ne pas ponctionner en artérielle. Les veines brachiales, elles sont, alors là, on n'en voit qu'une. La deuxième est peut-être par là. En général, on a 2 veines brachiales autour de l'artère et on a le nerf brachial qui passe aussi. Et on a souvent la veine basilique. C'est pour ça que dans nos comptes rendus et dans les carnets des patients, vous voyez apparaître le nom de la veine, basilique ou brachiale. La basilique, on va souvent la chercher parce qu'elle est à distance de tout le reste. On n'a pas de risque de ponctionner les nerfs. La veine basilique, quand on n'a pas le choix, on y va. Mais c'est vrai qu'on a souvent à proximité, on ne le voit pas très bien, c'est peut-être ça. Autour, le nerf brachial qui est collé en général au paquet, il fait partie du paquet brachial. Et parfois, effectivement, on a des patients, quand on ponctionne la veine brachiale, on a des décharges électriques qui le décrivent très bien en nous disant j'ai une décharge électrique. Donc, dans ce cas-là, on se tire tout de suite et on change de stratégie parce que la ponction à proximité du nerf, ça donne ensuite des neuropathies désagréables pendant que le cathé, voire des sensations douloureuses qui perdurent après l'ablation. Donc, on n'y va pas du tout. Dès qu'on a la moindre sensation de décharge électrique, on s'en va et on change de veine. Voilà pour l'anatomie stricte de la veine. La ponction, elle se fait sous échographie, évidemment. Alors, nous, on utilise ici des guides aiguilles qui sont hyper précis et hyper pratiques. Ce petit Lego que vous voyez ici, on le rajoute simplement sur l'appareil d'échographie. Et en fonction de la profondeur de la veine, on va choisir un petit Lego adapté à la profondeur. Vous avez le petit Lego 1 cm, le petit Lego 1,5, le petit Lego 0,5, etc. Et l'aiguille va simplement coulisser. On va simplement poser l'échographie sur le bras du patient. On va voir à quelle profondeur se trouve la veine. On a juste à pousser l'aiguille et l'aiguille va arriver quasi instantanément dans la veine. On va ensuite pouvoir, je passe à la suivante. On va ensuite pouvoir monter un guide métallique suivi d'un dilatateur, méthode Seldinger traditionnelle, rien de nouveau. Et enfin, on pourra ensuite monter le cathéter. Voilà. Le système de guidage du cathéter, c'est exactement le même système que celui utilisé pour les chambres implantables. On y ajoute simplement sur le thorax du patient un petit boîtier qui est représenté ici et qu'on retrouve sur l'écran, qui nous permet simplement de voir la direction que va prendre le cathé. Le cathé arrive par la droite ou par la gauche, selon que vous piquez à droite ou à gauche, bien évidemment, et il va descendre en direction de la veine cave supérieure. On voit parfois, effectivement, en montant, qu'on a des cathés, parce que le cathé est symbolisé par ce petit point jaune qu'on voit apparaître sur l'écran. On voit parfois des cathés qui montent en jugulaire, qui partent en face dans la sous-clavière contralatérale, qui s'approfondissent quand ils descendent, qui partent dans la veine azygos, etc. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu là où on est. Et sur le deuxième écran, on le voit ici, l'onde P ascensionnée, là, elle est jaune. On voit bien de la même façon, c'est une voie centrale et qu'elle arrive dans la zone atriocave, exactement par ce même système. Plus de radio, le guidage se fait par l'échographie endocavitaire. Cette radio pulmonaire, je la mets systématiquement parce qu'elle a vraiment un intérêt pour vous et pour nous. Elle montre bien le positionnement idéal du cathé. Sur cette radio pulmonaire, on voit bien la carène, qui est ici, les deux bronches, on voit l'image cardiaque qui est ici, là. Notre cathéter, il descend par là, bien évidemment. Il arrive par là ou par là. Et on doit le positionner ici, dans cette zone très particulière. Alors, sur une radio pulmonaire en inspiration, on voit bien qu'on est à une vertèbre, entre une et une vertèbre sous la carène. C'est la zone atriocave, c'est l'endroit où on doit être impérativement. Une voie centrale, c'est une voie qui est positionnée dans cette zone atriocave qu'on voit très bien sur cette radio. Et si vous faites le parallèle avec les pourcentages qui sont inscrits à droite, vous voyez qu'ici, quand on est en zone atriocave, idéalement positionné, on a un taux de thrombose qui est de l'ordre de 2,5%, ce qui est toujours embêtant, mais
mais quand même assez raisonnable. Dès que vous passez la carène, que vous positionnez à hauteur de la carène, le taux augmente déjà, double déjà, 5,2. Et vous voyez que si le cathéter passe au-dessus de la carène, le taux est de 41%. Pourquoi je vous ai mis cette radio pulmonaire? Parce qu'elle vous explique l'urgence, entre guillemets, pour les cathéters qui sont retirés. On voit très fréquemment des patients arriver avec un cathéter qui ressort de 2, 3, 4, 5 cm, enroulé dans un joli pansement, à qui on a dit la prochaine fois que vous allez au centre lombaire, vous leur en parlez. C'est trop tard. Les thromboses, elles interviennent rapidement. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser un cathéter retiré. On verra ensuite dans le traitement comment gérer la situation. Mais on ne peut pas se permettre de laisser un cathéter retiré de plus d'1 centimètre par rapport à la base. On va voir ensuite comment on les positionne exactement et où vous pouvez trouver les références de départ. Mais on ne peut pas laisser un cathéter en position retirée de plus d'1 centimètre par rapport à la base, comme ça, et attendre quelques jours en se disant la prochaine fois, vous leur en parlerez. Parce que les thromboses arrivent très vite. Et une thrombose de la veine cave ou des sous-claves ou de tout le réseau veineux thoracique supérieur, c'est des contraintes colossales pour le patient. C'est les anticoagulants pendant des mois. C'est des problèmes divers et variés. Il faut vraiment, après, il faut reponctionner, remettre une voie parce que le traitement doit continuer. Et c'est vraiment des gros problèmes pour nous, bien sûr, mais surtout pour le patient. Donc, si vous avez un cathéter retiré, bien dire au patient, il faut retourner au centre, et ça dans les 24 heures idéalement. Il n'y a pas d'extrême urgence. Si vous voyez un cathéter tiré à 22 heures, vous ne l'envoyez pas aux urgences à 22 heures, c'est bien évident. Mais il faudra organiser le retour et la prise en charge de ce retrait dès le lendemain, sans tarder. Parce que vraiment, ça pose des problèmes et rapidement. Le taux de thrombose, c'est quasiment 1 sur 2. Donc, si on le laisse en place, on est sûr que ça va thromboser, quasiment. Donc, vraiment, pensez-y. C'est un peu le truc à retenir de cette affaire. Voilà. Les différentes fixations que vous allez retrouver, les fixations par Statlock ou par système adhésif, Statlock étant une marque, vous devez en croiser d'autres laboratoires. La nouveauté ici, effectivement, enfin, ce n'est pas une nouveauté, ça date d'il y a 2 ans maintenant, on met maintenant de la colle sur le point de ponction. Un petit point de colle, elle est incolore, cette colle, mais elle tourne rapidement au grisâtre dans les jours qui suivent. Donc, soyez pas étonnés si vous avez un petit aspect grisâtre pelé sur le point de ponction. C'est la colle qui est là. On a montré par les différentes études qui ont été menées qu'effectivement, la présence de cette colle diminuait l'infection des cathéters. Donc, c'est vraiment un point plus de la mettre en place. Le reste, le rinçage reste 20 cc pulsé comme tous les cathéters centraux. Il n'y a pas de nouveauté. Là, le pansement n'est pas terminé, mais la première connexion, celle-ci, devra être elle aussi sous pansement et manipulée stérilement si vous avez à intervenir dessus, sachant qu'en général, vous intervenez sur le robinet 3 voies qui est positionné ici. Voilà. Deuxième mode de fixation, le Secura 4, celui qu'on hait la première journée et qu'on adore dès le lendemain. Le Secura 4, c'est un système de fixation qui a surpris beaucoup de gens parce qu'il est arrivé un peu rapidement pendant ces dernières années. Nous, on l'utilise maintenant depuis 2 ans. On en met beaucoup aujourd'hui. Quasiment la totalité de nos patients on a un Secura 4 en fixation. Alors, c'est un système qui est vraiment très agréable pour vous parce que ça vous garantit la position du cathé et ça limite vraiment le risque d'arracher le cathé ou de le retirer au moins lors du pansement. Donc, pour vous, c'est assez sympa et rassurant. Souvenez-vous bien que le Secura 4, vous pouvez le lever à la verticale, complètement à la verticale, le décoller de la peau, le lever pour faire un nettoyage à 360 degrés de votre point de ponction sans risquer d'arracher votre cathé. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est fait pour, vous pouvez aller au-dessus. En ne tirant pas trop au-dessus, c'est vrai que ce n'est pas fait quand même pour l'arracher, mais enfin, on peut l'arracher, mais les ailettes sont positionnées, c'est deux petits hameçons qui sont incrémentés dans la peau, et la peau cicatrise autour tranquillement. Vous pouvez lever votre cathé et venir nettoyer à 360 degrés avec votre antiseptique autour de votre cathé, et ensuite vous rabattez votre Secura 4 en bonne position. La seule chose qu'il faut éviter, effectivement, c'est les rotations droite-gauche. Quand le cathéter est plaqué contre le bras, évitez les rotations droite-gauche pour une simple raison. Vous comprenez bien que les hameçons étant incrémentés dans la peau, si vous faites du droite-gauche, vous tirez sur les hameçons, vous les obligez à sortir de l'horloge. Alors que si vous le levez simplement à l'horizontale, ils bougent sur eux-mêmes et ils ne sont pas… Voilà. Donc, c'est un système que vous allez effectivement retrouver maintenant pour les patients qu'on a, nous, qui sont assez souvent. Je mets un petit info supplémentaire. Quand vous faites le pansement, surtout ne pas utiliser d'anti-adhésif sur le Secura 4.
même s'il y a de la colle ou je ne sais quoi qui est positionné dessus. Méfiez-vous parce que l'anti-adhésif, ça va permettre en fait au cathé de coulisser dans le Securacat. On a eu quelques problèmes, notamment en pédiatrie, avec des infirmières qui nous faisaient un super pansement magnifique et qui utilisaient de l'anti-adhésif pour enlever les petites porosités sur le Securacat. Et l'anti-adhésif rentre dans le Securacat. Le Securacat, c'est une gaine simplement dans laquelle est bloqué le cathé. Si vous mettez un lubrifiant à l'intérieur, vous risquez de voir votre cathé coulisser dans le Securacat et se retirer comme malheureusement on avait le cas quand on avait des pansements. Voilà. Donc, le retrait du Securacat, j'en ai pas parlé dans le diaporama. Si un jour vous avez à retirer un Securacat, alors dans les rares cas, je suis désolé de commencer par ça, mais si votre patient est décédé, vous pouvez tirer dessus très tranquillement, ça ne posera pas de problème, ça ne va pas se mettre à saigner à gros flocons ni rien. Vous pouvez arracher entre guillemets le Securacat. Autrement, pour les patients qui vont bien, on enlève le Securacat, il y a des tutos sur Internet qui sont hyper bien faits. On ouvre le Securacat, on le coupe en deux, on le retire. Bon, de toute façon, ça se passe normalement, les retraits de VVC se passent en milieu hospitalier, donc vous ne devriez pas être confronté à ça. Mais effectivement, pour avoir travaillé avec des infirmières libérales il n'y a pas très longtemps, elles se sont retrouvées avec le cas pour un patient décédé. Vous pouvez tirer tranquillement dessus, il n'y aura pas de problème particulier. Voilà. Hop. Alors, un Securacat par cathé, de toute façon, le Securacat, on le met en place lors de la pause, il va être maintenu pendant toute la durée de vie de votre cathéter. Vous n'aurez pas le changement. Il permet donc ce nettoyage autour du point à 360 degrés. Ça, c'est vraiment important et pas de dégraissant, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Le pansement, il est occlusif, vous voyez, comme ça, de la même façon. Le premier accord, là, doit être sous pansement aussi. On voit quand même pas mal de patients se pointer avec le petit bout et la valve qui pendrouille à l'extérieur. Donc, faites attention éventuellement à bien plaquer ça et le mettre sous pansement. Ça serait quand même mieux, ça nous éviterait les petites complications. Alors, en respectant les repères, où est le zéro? Vous voyez donc vos patients, ils sortent du centre Ambera avec un petit livret. Alors nous, c'est Bard, mais il y a d'autres marques, sur lequel est bien précisé la distance en centimètres, la distance extérieure et la distance intérieure. Donc intérieure, vous en foutez un peu, mais la distance extérieure, par contre, elle n'excède pas 1 cm en général, 2 si on a mis un Securacat, mais ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes et où doit rester le cathéter et de voir s'il a éventuellement bougé. Pas là, c'est clair, ça c'est le top du pansement à ne pas réaliser. Vous voyez qu'ici, le V du cathéter est contre la peau. Là, vous êtes beaucoup trop loin. Et puis, il y a une valve sur une valve. Voilà. Donc, pas là. Le 0, il est là. C'est la première graduation ici. C'est marqué 0 d'ailleurs. Pour ceux qui, comme moi, ont de bons yeux, aidés par les doubles foyers, bref, n'hésitez pas à regarder, vous verrez, le 0, il est là. C'est la première graduation. Quand vous avez un patient qui a un pic qui est positionné à 0, la position doit rester celle-là. Si on est à 3, votre cathéter est retiré. Il faut revoir ce que ça donne actuellement. Donc, souvenez-vous bien, le 0, il est là et nulle part ailleurs. Voilà. Le petit livret dont je vous parlais, là, vous avez 2 lignes. Alors, elles ne sont pas remplies malheureusement, mais sur ces 2 lignes, ce livret, il est remis à chaque patient à qui on pose un pic. Il doit être dans ces documents. On vous adjoint des protocoles de pansement, comment réaliser un pansement avec un Securacat, y compris comment retirer un Securacat au dos du système. S'il n'y a pas de Securacat, vous avez un petit protocole de pansement pour les systèmes adhésifs qui est joint dans le livret. Dans le livret, vous pouvez regarder, il y a des choses, vous pouvez faire des rendez-vous rinçage, des choses comme ça. N'hésitez pas à le consulter. On dit aux patients, quand on les voit en consultation, que le livret, c'est plutôt quelque chose qui vous est adressé à vous, soignant. Il y a plus d'informations pour vous, effectivement. On rappelle le numéro de la hotline qui apparaît ici aussi sur le livret. Donc, n'hésitez pas à demander à vos patients ce qu'ils ont fait du livret. En général, les ordonnances pour vous sont avec le livret, tout est groupé ensemble. Voilà. Ils ont aussi quelques informations pour gérer la douche, etc. Éventuellement, les adresses de quelques prestataires, si vous n'avez pas vos propres prestataires. Alors, on a HAD le problème est réglé, mais pour les infirmières libérales qui prennent des patients hors HAD, si vous n'avez pas votre propre prestataire, on en propose certains. Voilà, les patients le savent, ils ont un document qui est assez simplifié, notamment le système pour la douche, voilà, plein d'infos. Les complications sur le pic. Donc, les complications immédiates, vous avez des saignements, éventuellement, alors compression, nouveau pansement, je ne vous apprends rien du tout. Des douleurs, alors très clairement, le pic, ça ne doit pas faire mal. Alors, il peut y avoir des douleurs, effectivement, liées à la ponction ou un petit hématome autour du cathé les premiers jours. Mais clairement, un pic, ça ne doit pas faire mal, ça ne doit pas être douloureux. Voilà. À distance, les complications, on va les voir avec M. Roset. Le déplacement,
Il faut bien respecter la position de pose, effectivement, c'est très important. Vous pouvez avoir un écoulement de lymphe. Alors, on en a quelques-uns, ça intervient vraiment dans les premiers jours après la pause. On a une effraction du système lymphatique, enfin du réseau lymphatique au moment où on pose. Alors, on n'a pas de saignement, on n'a pas de rougeur, mais par contre, on a un liquide, on a de la lymphe très simplement, qui coule du point de ponction et qui imbibe le pansement. On a eu des cas où il a fallu faire 3 pansements dans la journée. Voilà. Donc là, effectivement, nous, avec le col biologique qu'on met au CLB sur le point de ponction du pic, effectivement, le risque aujourd'hui d'écoulement de lymphe, il est quasi inexistant, mais sachez que si ça vous arrive, ben, ce n'est pas très grave, mais clairement, on a peu de moyens, à part la colle, pour bloquer la brèche qu'on a faite sur le réseau lymphatique. Voilà. Absence de reflux, évidemment. Alors, il faut essayer de mettre le bras en hyperextension, rincer plusieurs fois. Est-ce que la position est toujours bonne? Est-ce qu'on ne l'a pas retirée? Voilà, effectivement, c'est ces petites choses, même si Rosé va affiner un peu les choses. Au niveau de l'infection, douleur, rougeur, chaleur, éventuellement fièvre. Là, je ne vous apprends pas grand-chose, mais voilà. À retenir impérativement sur tout ça, globalement. Pour le pic, rinçage pulsé entre chaque produit, si c'est possible, parce que c'est vraiment important de ne laisser aucun dépôt dans votre caté. Le respect des repères de pose, c'est vraiment important. On a parlé des thromboses, c'est un truc très important. Attention, bien sûr, mais vous avez l'habitude, des bouchons, des associations de bouchons. Roséphine, Epantol, Mannitol, etc. Des produits qui associés font des trucs assez pourris. Donc, le rinçage est vraiment là pour améliorer les choses. Pas de bouchon à valve si vous avez un pic avec une valve, bien sûr. Évidemment, reflux obligatoire. Pour la chambre implantable, le rinçage pulsé 20 ml minimum, aiguille de Hubert, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Attention aux produits associés, c'est exactement la même chose. Asepsie rigoureuse, mais ça vous le saviez. Et bien évidemment, reflux obligatoire. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'alimentation parentérale. Clairement, la voie centrale idéale pour l'alimentation parentérale, c'est le pic. Normalement, nous ne devrions pas trop faire de l'alimentation parentérale sur un pack. Je sais que ça se fait énormément. C'est risqué parce que le rinçage est difficile sur de l'alimentation. Alors, il existe des produits en intra-hospitalier comme le Toroloc qui permettent effectivement de faire un rinçage et de gérer ces packs. Mais à l'extérieur, je ne suis pas sûr que vous en ayez beaucoup. Donc voilà. Idéalement, nous, on essaye, quand il y a de l'alimentation parentérale, de passer au pic et de ne pas abîmer le pack avec ce type de produit. Voilà. La dernière petite diapo dont je vous parlais tout à l'heure initialement, pour le midline. Donc, vous voyez que le midline, en fait, le mode de pose, c'est exactement le même que pour un pic, sous échographie, guide aiguille. La particularité, alors c'est une veine profonde du bras, indiscutablement. On vient quasiment jusqu'en axillaire. La distance, il en existe entre 15 et 25 cm. C'est variable. Ça n'est pas une voie centrale dans la mesure où ça s'arrête dans une veine. C'est donc un cathéter périphérique. Sa durée de vie, elle est de maximum 30 jours. C'est très important. Quand on met un midline, nous, ici, on met un post-it dans le dossier en disant « Attention, midline posé tel jour doit être retiré tel jour, c'est-à-dire 30 jours plus tard. » Quelques modèles arrivent qui dureront peut-être 45, mais clairement, on reste sur 30 jours. C'est vraiment le truc. Attention, c'est le même pansement que le pic, évidemment. Alors, si ce sont des cathés qui sont posés ici au centre, comme je vous disais tout à l'heure, le pic line est violet et le midline, les no midline ne sont pas de la même marque, sont verts. Donc, on peut les dissocier. Et puis surtout, c'est marqué midline dessus. Voilà, quand on est infirmière, on a le droit de ne pas tout savoir et d'oublier certains trucs. Donc, sachez qu'ils sont bien différenciés. Pas de chimio, pas d'alimentation parentérale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une voie veineuse périphérique. Donc, chimio, pour les rares chimios qui peuvent passer sur une voie veineuse périphérique, OK, mais clairement, ce n'est pas la voie de prédilection. Pas de chimio, pas de voie parentérale. Voilà. Intérêt en cancéro, très clairement, minime, très, très minime. Il n'y a quasiment pas d'utilisation de ce midline. Dendroarca, souvent c'est de l'antibiothérapie sur infection sur pic ou sur caté. On veut faire des antibiotiques IV. Le midon là pendant 30 jours, ça nous permet de pallier et de voir un petit peu plus loin. Mais très clairement, c'est quasiment la seule indication. Voilà. Quelques rares cas effectivement dans les patients, chez les patients en fin de vie, en toute fin de vie, où on n'a plus accès parce qu'il y a des thromboses de partout et qu'on finit par mettre un midline parce que c'est quand même une voie d'abord, mais c'est vraiment du palliatif, du dernier palliatif, quoi. Voilà, mais très exceptionnel. Voilà, j'en ai terminé. J'espère vous avoir à peu près pas trop saoulé, vous avoir raconté ce dont vous aviez besoin. Et puis, je vais laisser la place à M. Roset qui va faire la deuxième partie. Juste deux petits trucs, Eric. Ouais. Bien redire que quand il y a le Secura 4, il n'y a pas de stage-up. Ah oui,
c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. On voit fréquemment des patients arriver. Alors, je sais c'est un peu comme la valise Ikea, vous savez, le carton Ikea. On se retrouve dans votre set de matériel pour le PICLine. Il y a un StatLock qui est fourni avec. Ce n'est pas parce qu'il est qu'il faut le mettre. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, Secura 4 suffit amplement. Il n'y a pas besoin de rajouter un système adhésif derrière, même si c'est tentant quand on le voit dans le set de pansement. Voilà. Le prolongateur avec le robinet 3 voies sur les 3 voies centrales de façon obligatoire. Ouais. Et ça, donc il y a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas forcément de prolongateur dans son matériel, alors surtout sur les prestataires. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à redemander au prestataire, puisque c'est une obligation d'avoir cette prolongation avec le robinet 3 voies, ouais, tout à fait. soit en raccord avec la voie centrale. Tout à fait. Soit les 3 voies centrales que tu as présentées, voies centrales que tu as présentées. Bien le demander, il faut impérativement que ça soit en place. Nous, les patients à qui on met des voies centrales en vue de retour à domicile, que vous allez prendre en charge dans les heures qui suivent leur sortie, on vous les équipe systématiquement. On met en place le prolongateur de manière à ce que vous puissiez, dès le retour, commencer les soins dessus sans avoir à le rajouter. Mais effectivement, si c'est un système qui évolue et qu'on vous demande de faire des traitements, il faut impérativement mettre ce prolongateur. Et la première connectique sous pansement, ça nous met à distance des infections et des complications. Et puis, surtout, c'est les recommandations indiscutables. Donc, oui, effectivement, pas hésiter à les solliciter. Mais ceux qui viennent de chez nous sont équipés pour que vous puissiez les prendre en main. L'idéal, c'est effectivement pour nous, vous puissiez immédiatement les prendre en charge. Et puis, une question sur les allergies au pansement, sur les off-site notamment. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, nous, on conseille plusieurs... Enfin, on ne conseille pas particulièrement de marque ou de modèle plus particulier. Il faut voir avec le pharmacien et le prestataire ce qu'eux proposent. Nous, effectivement, on a un pansement au centre qu'on utilise plus pour les patients allergiques. Mais voilà, c'est à vous de voir un peu. Alors, je ne sais pas trop si on peut faire de la pub pour les marques, c'est dire ce qu'on utilise, mais voilà. Mais effectivement, ça arrive effectivement assez souvent, l'allergie au pansement, même si c'est des... Voilà. Sur Rosé va nous donner son avis, je pense, sur les pansements aussi, c'est un peu le spécialiste. Voilà, merci à tous. Pour les pansements, il faut faire attention de distinguer les allergies vraies aux lésions mécaniques liées aux adhésifs. Et parfois, la différence n'est pas simple. Pour prévenir ces accidents mécaniques, il faut regarder, il faut plutôt ne pas tendre le pansement sur les dispositifs, il faut au contraire les poser très délicatement pour ne pas faire de cisaillement sur l'épiderme. Voilà, je vais passer sur mon diaporama. Alors moi, on m'a demandé de vous parler. D'abord, je suis le docteur Rosé, je suis un des médecins anesthésistes du centre et je m'occupe particulièrement de l'unité d'accès vasculaire. J'ai créé la première unité d'accès vasculaire donc médico-infirmière, et j'en suis très content car elle permet à nos patients d'avoir un accès aux accès veineux assez vite, et puis elle permet aux infirmiers aussi d'évoluer dans leur métier. Alors on m'a demandé de vous parler des dysfonctionnements des voies veineuses, ces ennuis qui, quand vous êtes à domicile, vous posent problème. Alors, j'ai des conflits d'intérêts à vous signaler. Je suis d'abord salarié du centre et puis je suis conférencier enseignant pour 2 fournisseurs de cathéters. Alors, qu'est-ce que c'est un dysfonctionnement? Et bien, avant de définir ce que c'est qu'un dysfonctionnement, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un bon fonctionnement. Et le bon fonctionnement du cathéter, c'est quand on a une injection facile et une aspiration facile dans ce cathéter. Ça confirme la bonne position du cathéter dans le torrent circulatoire et ça évite ça diagnostique ou ça permet d'éliminer les problèmes majeurs. Et c'est particulièrement important lorsqu'on utilise des irritants, voire des vésicants, comme nos chimiothérapies, mais aussi certains antibiotiques très vénotoxiques, tels la vancomycine, ou des produits osmotiquement élevés, la nutrition parentérale ou le mannitol. Ce qui implique qu'il doit y avoir une évaluation quotidienne lors d'utilisation du cathéter et que cette évaluation, elle doit être
être faite par chaque infirmière quand elle vient brancher son patient. Et ça, donc, à chaque prise de fonction, quand on est en milieu hospitalier et quand on va brancher un produit, quand on est en libéral. Et parmi les critères de qualité des soins, quand on analyse les dossiers, eh bien, il faut qu'on retrouve cette évaluation quotidienne, avoir la traçabilité, cette injection facile et cette aspiration facile. Et il en va de l'engagement de la responsabilité de l'infirmière et du centre avec lequel elle travaille. Alors, les dysfonctionnements, d'abord, c'est peu étudié. Malheureusement, c'est peu étudié et c'est malgré tout une préoccupation quotidienne des soignants parce qu'elle entraîne chez le malade une morbidité, un retard et des décalages de traitement, parce qu'elle nécessite des investigations et parfois des traitements complémentaires. Ça entraîne des surcoûts et parfois des solutions dégradées. Par exemple, quand on n'est pas de retour, eh ben, on est amené parfois à poser des voies périphériques alors que le patient est porteur d'une voie centrale. Donc, tout ceci aboutit à une altération de la qualité des soins et surtout à une altération de la qualité de vie de nos patients. Dans mon rôle de poseur et d'expert en voie veineuse centrale, je suis maintenant de temps en temps appelé par les tribunaux. Et je vous raconte l'histoire vraie d'une expertise que j'ai dû faire. C'est une patiente qui a un cancer, qui vient pour sa chimiothérapie. Le reflux, il est faiblement positif. On va dire qu'il est négatif. Et malgré tout, l'infirmière demande s'il y a une autorisation de chimiothérapie. Par téléphone, le médecin lui dit que oui, il faut faire la chimio, la patiente en a besoin. Et ça passe plutôt bien. Donc, on commence la chimiothérapie, la patiente décrit une douleur cervicale à l'injection. Ça passe quand même, voilà. Et puis, c'est une injection qui va durer 1 heure. Donc, on demande à la dame de tolérer. Et puis, progressivement, s'installe une céphalée de plus en plus importante à forme de migraine. La malade sort. Elle sort aidée par son brancardier parce qu'elle a vraiment mal à la tête. Et puis, progressivement, une hémiplégie s'installe. Et les examens complémentaires demandés à titre de scanner retrouvent une thrombose veineuse de la jugulaire interne, du sinus longitudinal, qui est une grosse veine du cerveau. Cette thrombose veineuse est en rapport avec une migration du cathéter. Cette hémiplégie va causer une grabatarisation de la patiente qui va décéder. La plainte déposée par la famille aboutira à la mise en cause de l'établissement. Donc, ce qu'on dit depuis le début, le reflux est important et l'injection facile est importante. Il ne faut pas injecter un quelconque produit quand on n'a pas ces 2 éléments importants. Quand on a donc la définition du dysfonctionnement, je vous l'ai donnée, difficulté d'aspiration et difficulté d'injection. Ça correspond à peu près à 14 et 36% des patients qui connaîtront à un moment de leur voie veineuse centrale ce problème. Vous voyez, c'est un problème qui est loin, loin, loin d'être négligeable. La première infirmière qui a fait son doctorat d'État en sciences infirmières est Madame Goossens, qui est une infirmière de Louvain, a fait son doctorat d'État belge sur les voies veineuses centrales et elle a établi un score appelé SINAS sur les difficultés d'injection et les difficultés d'aspiration sur les voies veineuses centrales. Et en fait, elle a décrit un score assez facile. Ben voilà, c'est injection facile, difficile, impossible, aspiration facile, difficile, impossible. En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais elle lui a donné une terminologie normée et elle l'a publiée au niveau international. Et elle a précisé dans son établissement, qui est un gros CHU à Louvain, quelles étaient les conduites à tenir. Donc, je vous donne les références. C'est un article assez intéressant. Quand on a des dysfonctionnements, il y a plusieurs causes. Des causes qui peuvent être des problèmes mécaniques, des problèmes de thrombose, des problèmes de manchon de fibrine et des problèmes d'occlusion. On va les voir l'un après l'autre. D'abord, les problèmes mécaniques, on va tordre le cou à ces problèmes car c'est des problèmes relativement simples à solutionner. Il faut d'abord soulever le pansement, il faut aller voir le patient.
C'est curieux de le dire, mais il faut regarder ce qui se passe et ce qui se passe sous le pansement. Il faut vérifier les robinets, il faut vérifier que la tubulure n'est pas clicaturée, il faut vérifier que le flacon est bien percuté, que le robinet est bien ouvert. On nous envoie tous les jours des patients pour lesquels la perfusion ne marche pas, il suffit de tourner le bon robinet. C'est trivial, mais c'est rencontré. Il faut, quand on est en présence d'un PAC, remettre l'aiguille de Huber, bien vérifier que l'aiguille de Huber atteint bien le fond de la chambre implantable et qu'elle soit perméable. Il faut vérifier l'absence de migration de cathéter et ça, on ne peut le vérifier que par l'intermédiaire d'une radiographie thoracique. On pourra, en milieu hospitalier, éventuellement le vérifier avec une échographie cardiaque, mais c'est un peu plus spécifique. La radiographie thoracique, on la réalisera et nous montrera si le caractère a migré. Cette migration, elle survient dans des cas particuliers, souvent d'hyperpression thoracique, quand les malades vomissent ou quand les malades ont des quintes de toux importantes, parfois chez des gens qui font du sport à glotte fermée, des haltérophiles ou des gens qui font de la muscu de manière intensive. Parfois, ça nous est arrivé de le mettre en évidence chez un trompettiste, par exemple. Alors, y penser, ce sont des facteurs de risque pour les migrations de cathéter, mais parfois on ne retrouve rien. Alors ici, vous avez un exemple avec un bouchon borgne. Donc effectivement, la tubulure est branchée sur ce bouchon-là qui n'a pas d'orifice, donc la perfusion ne peut pas passer. Ici, vous voyez l'applicature. Là, je vous l'ai mis en évidence, mais elle était cachée par un pansement. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Et quand on soulève le pansement, on voit qu'effectivement, le cathéter a perdu sa place. Donc oui, il faut regarder ce qu'il y a sous le pansement pour vérifier que le cathéter, pourquoi on a du mal à avoir un retour. Je vais vous parler en même temps, pour gagner du temps, de la thrombose et du manchon de fibrine en vous les opposant pour que vous voyez bien la différence entre les deux. La manchon de fibrine, c'est ce que vous avez à gauche, la thrombose, c'est ce que vous avez à droite. Le manchon de fibrine, c'est blanc, c'est ce qu'on trouve au bout du cathéter et sur toute sa longueur. Et puis, à droite, vous avez ce qui est rouge à l'intérieur du vaisseau, et ça, c'est une thrombose, c'est un agglutinat de globules rouges et de plaquettes. Et donc, on voit bien que ce sont deux choses complètement différentes, les origines sont différentes et le traitement sera différent. Le manchon de fibrine, c'est une maladie du cathéter. Il est toujours asymptomatique. Le patient ne s'en plaindra jamais. C'est simplement une découverte systématique par l'infirmière lors de son essai de reflux qui sera difficile ou impossible. Les diagnostics en milieu hospitalier, ce sera souvent l'échographie. Il faut avoir des opérateurs entraînés qui montreront autour du cathéter un aspect hyperéchogène supérieur à 1 mm et surtout c'est attaché à la paroi du cathéter. Il faut bien lire les comptes rendus. C'est attaché à la paroi du cathéter. Plus communément, on réalise une opacification qui montre un double contour autour du cathéter, ce qu'on appelle le signe de la chaussette. Le traitement, surtout un traitement préventif, rinçage pulsé ou changement du cathéter. La thrombose, c'est une maladie de la veine. C'est une maladie de la veine où il y a le cathéter. Le cathéter peut être en cause, mais ça peut être aussi la maladie du patient, ça peut être aussi les produits que l'on injecte. La thrombose, elle peut être asymptomatique, surtout si elle n'est pas complète, mais elle peut provoquer des douleurs, des gros bras, de la chaleur, un œdème du membre supérieur, un œdème du cou, une migraine, un torticolis. C'est très paucisymptomatique. Dès que vous avez un signe, c'est plutôt une thrombose qu'un manchon de fibrine. Le diagnostic, il sera fait par l'échographie qui montrera une formation hypoéchogène, anéchogène ou hyperéchogène, mais qui cette fois sera attachée à la veine. Le cathéter sera au centre de cette formation, mais cette formation sera attachée à la veine et non à la paroi du cathéter. Parfois, il faudra faire un scanner, surtout quand on suspectera une thrombose derrière la clavicule ou derrière le sternum. Le traitement, ce sera un traitement anticoagulant.
On a une question sur Roselle. Je vous interromps pour savoir s'il faut faire le reflux également sur les pics qui ont des valves. Oui, il faut faire le reflux sur toutes les voies veineuses, qu'on doit brancher. Normalement, qu'elles soient périphériques ou centrales. Sur les voies périphériques, on sait que c'est difficile. On sait que le manchon de fibrine arrive très précocement. On sait qu'on se collabe aussi souvent sur le vaisseau. Mais a fortiori sur une voie veineuse centrale et a fortiori sur un pic, il faut toujours faire un retour veineux. Quand vous avez une valve, il y a un petit temps de latence. Il faut attendre 1 ou 2 secondes pour que la valve s'ouvre et pour avoir un retour franc. Je reviens sur le manchon de fibrine, diagnostiqué par un reflux ou une aspiration difficile, voire impossible. Et ce manchon de fibrine, il sera traité par un rinçage pulsé. Ce rinçage pulsé pourra être sous forte pression dans nos cathéters du centre Léon Bérard, dans nos cathéters violets qui permettent des injections sous haute pression à 5 millilitres seconde, et exclusivement sur ces pics-là. Ce rinçage pulsé permettra de distendre les fibres de fibrine et parfois de créer des brèches dans notre chaussette. Et ça permettra d'utiliser le cathéter. Mais de temps en temps, quand le manchon de fibrine ou la chaussette reste étanche, eh bien, il faudra faire un changement du cathéter. Des traitements plus sophistiqués, quand les cathéters sont précieux, comme les cathéters de dialyse, peuvent donner recours à la radiologie interventionnelle, où on va, par l'intermédiaire d'un lasso, stripper le manchon de fibrine autour du cathéter. La thrombose, son traitement, c'est les anticoagulants. Exclusivement, auparavant, on utilisait les HBPM, les Novenox, Inoep et consorts. Aujourd'hui, on associe aussi les anticoagulants oraux, même en cancérologie, en réservant, ou en tout cas en prenant avis auprès de l'oncologue, savoir si c'est compatible avec le traitement de chimiothérapie ou avec la nature même de la tumeur. Si c'est une tumeur d'un organe creux, on préférera les HBPM. Si c'est un organe plein, on peut proposer facilement les anticoagulants oraux. Quid du cathé dans les cas de thrombose? Eh bien, si on a besoin du cathéter, eh bien, on vérifiera qu'il est fonctionnel, qu'il est bien placé à la jonction atrio-cave, comme l'a dit Eric, et par une radiographie pulmonaire, car s'il a migré, s'il a été tiré par un déplacement secondaire, il est illusoire de traiter cette thrombose avec un cathéter mal placé, donc il faudra le repositionner s'il est mal placé, et bien sûr vérifier qu'il n'y ait pas de fièvre associée. Donc, si on a besoin du cathéter, on vérifie qu'il est fonctionnel, qu'il marche, qu'il est bien placé et qu'il n'a pas de fièvre. Quand on voudra retirer le cathéter, souvent, et ce sont les recommandations européennes, elles sont discutées, mais elles sont toujours d'actualité, on réalise souvent 3 jours d'anticoagulants au minimum avant de retirer ce cathéter. Donc le manchon de fibrine, il empêche le retour veineux. C'est ce que je vous ai dessiné en rose ici, parce qu'il forme un clapet à l'extrémité distale du cathéter. Et quand vous aspirez, vous voyez, ce clapet vient se coller sur l'orifice distal de la veine et vous n'avez plus de retour. Quand vous avez une thrombose, il va pouvoir avoir une thrombose partielle à l'extrémité proximale du cathéter, à l'endroit où le cathéter rentre dans la veine, ou sur tout le trajet du cathéter, à la partie moyenne ou à la partie distale. Vous pouvez aussi avoir une thrombose complète du cathéter, ce qu'on appelle une thrombose transmurale du cathéter. Et là, on voit qu'une thrombose transmurale à l'extrémité distale du cathéter, ici au niveau de la veine cave supérieure, peut rendre l'aspiration difficile et même l'injection difficile. Vous n'aurez jamais
de, de signes cliniques chez le patient devant un manchon de fibrine. Vous aurez des signes cliniques chez le patient devant une thrombose. Je termine avec l'occlusion. L'occlusion qui peut être en rapport avec un caillot. Un caillot, c'est l'agglutinate plaquette édématie. Ça peut être en rapport avec un précipitat médicamenteux ou avec des dépôts lipidiques. Quand vous avez une alimentation parentérale au long cours chez des patients qui ont des perfusions de nutrition parentérale depuis plusieurs semaines, une agglutination de lipides peut se faire sur la face interne du cathéter. Mais c'est souvent le plus fréquemment un caillot cruorique qui se passe au niveau de la face de la lumière du cathéter. Ce caillot, il survient parce que le cathéter a souvent été rincé insuffisamment, d'où l'élément de prévention de rinçage pulsé. Le deuxième élément qui arrive, c'est les précipitats médicamenteux, l'association de pantoprazole, de roséphine, de pantoprazole, vancomycine, et autres associations qui sont vraiment délétères. Il faut essayer, si possible, de faire un traitement, de bien rincer son cathéter en rinçage pulsé, et puis de mettre le deuxième traitement plutôt que de mettre les deux médicaments ensemble. Devant un précipitat médicamenteux, il est illusoire de vouloir restaurer la perméabilité du cathéter. Il faudra le changer. Enfin, les dépôts lipidiques. On peut tenter des verrous d'alcool. 3 ml d'alcool à 70 peuvent être tentés dans ces cas-là. Les pharmacies ont peu l'habitude, en tout cas pas les pharmacies de ville. Au centre, c'est déjà assez difficile de l'avoir, mais en tout cas, ça marche remarquablement bien. La prévention est essentielle de tous ces accidents. C'est la prévention par rinçage pulsé, 10 ml entre chaque médicament en fin de pansement, à l'aide de seringues à vis pré-remplies. Et quand on utilise la nutrition parentérale ou qu'on fait des prélèvements sanguins ou qu'on transfuse les patients, c'est 2 fois 10 ml qu'il faut utiliser. Enfin, pour traiter les occlusions par bouchon, on peut utiliser la méthode POP. Même vous, à domicile, vous pouvez utiliser la méthode POP et je vais vous montrer comment on fait. Ce traitement peut, quand la méthode POP ne fonctionne pas, éventuellement être complémenté par une injection à forte pression, mais simplement, et j'insiste là-dessus, si vous connaissez votre cathéter, si le cathéter a été posé au centre, si c'est un cathéter qui tolère les hautes pressions, et si vous avez le moindre doute, ne le faites pas à domicile. Enfin, on peut utiliser des fibrinolytiques quand on a l'impression que ça peut être une occlusion par un bouchon cruorique. Voici la technique POP. Alors, ça va démarrer. On utilise... Ah oui, comme on n'est pas sur ma clé, on n'a pas le film. Alors, je vais vous remettre le film. Il n'y a pas de souci. Je vais faire une petite manip. Je vous laisse faire la manip sur l'écran. C'est important pour vous que je vous la montre car elle vous sauvera bien des mises et qu'elle est efficace très, très, très fréquemment. La loge de la clé USB n'est pas facile. Je vais changer de
Voilà. C'est pas partagé. Ouais. Fermez celui-ci. Ça y est. Et du coup, je vais cliquer sur partager. On va fermer la fenêtre là qui ne sert à rien. Et donc, c'est celui-ci et vous mettez partager. Voilà, donc je vous montre le film de la technique POP. Il faut absolument utiliser une seringue à vis de 10 millilitres. On la pré-remplit de 3 millilitres de sérum physiologique et puis on aspire. Et là, vous avez du mal à inspirer et vous relâchez le piston sans force et vous entendez normalement le pop. Je vous le mime, pop, 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 parce que le micro n'est pas réglé. Et tout doucement, progressivement, vous aspirez votre caillot dans la seringue. Et vous voyez, comme dans ce cas précis. Donc, une seringue, les clés de succès, c'est une seringue à vis, 3 millilitres de sérum physiologique dans votre seringue à vis. Vous vissez sur votre embase et vous aspirez, vous relâchez, vous aspirez, vous relâchez, vous aspirez, vous relâchez. Dans le vide que vous créez, le piston revient à sa place et vous aspirez de nouveau. Et cette succession d'aspiration-relâchement qu'on appelle donc la technique POP permet dans 90% de récupérer le cathéter. Et ensuite, on fait un rinçage pulsé pour terminer de restaurer la lumière du cathéter. Voilà un rinçage pulsé. On dit 2 millilitres, ça peut être un peu plus. Alors, il faut que je repartage l'écran. Repartageons l'écran. C'est où ça? C'est en bas. Tout en bas. Zoom. Zoom. Ici. Voilà, là. Partager l'écran. Peu importe. C'est bon. Et du coup, vous pouvez les jeter. Donc, pour conclure, ici, vous avez tout en haut le manchon de fibrine, une espèce de chaussette qui entoure l'extrémité distale du cathéter. Ici, une occlusion de cathéter par un clote d'hématie et de plaquettes, voire un précipitat médicamenteux. Ici, une thrombose partielle de votre veine où il y a le cathéter. Et ici, une thrombose totale de votre veine où il y a le cathéter. Voici l'ensemble des causes qui peuvent causer le plus de dysfonctionnement des cathéters. Nous avons travaillé au centre avec l'équipe d'hygiène des fiches multiprofessionnelles dont vous avez la primeur aujourd'hui. Elles seront officialisées ce soir, donc vous avez la primeur même avant le centre de ces fiches réflexes, de ces aides cognitives concernant les dysfonctionnements de cathéter. Ces fiches, elles se veulent multiprofessionnelles, infirmières et médicales, pour donner à l'ensemble des personnes qui gravitent autour des patients qui ont des cathéters des réponses générales sur l'ensemble des dysfonctionnements. Quand vous avez des injections difficiles, voire impossibles, vous avez un problème qui est plutôt mécanique ou intraluminal. Et les causes sont détaillées. C'est plutôt une migration, une plicature, une rupture. Ça peut être le plus fréquemment un caillot, un dépôt lipidique ou des précipitats médicamenteux. Pour éliminer les plicatures, les ruptures, les migrations, c'est la radio de thorax qu'il vous faudra réaliser en premier. Et puis, on verra le traitement au dos de cette feuille. Au dos de cette feuille, on vous décrit l'ensemble des étapes. Il faudra vérifier la bonne installation du patient. Et parfois, on verra que simplement le clan n'a pas été enlevé, que le bouchon n'est pas adapté, que la perf n'est pas bien percutée. Si vous êtes en présence d'un pack, eh bien, il faudra remettre l'aiguille du pack, changer cette aiguille de Hubert pour bien vérifier qu'elle atteint le fond du réservoir. Il faut utiliser, Eric l'a dit, une longueur d'aiguille adaptée pour que le tablier de stabilisation de l'aiguille de Hubert touche bien la peau.
Le premier examen complémentaire sera donc une radio de thorax pour éliminer migration, plicature. Les traitements, ils seront fonction de l'étiologie que vous aurez trouvée et ils sont détaillés dans la partie droite de cette feuille que je vous ai donnée dans le diaporama. En présence de l'absence de retour veineux, il n'y a pas d'utilisation de la voie veineuse centrale avant un bilan et avant la recherche étiologique de la cause de cette absence de retour et avant une autorisation médicale. Cette aspiration, parfois difficile et impossible, est plutôt un problème extraluminal. Et c'est plutôt un problème de la veine. Ça peut être aussi une migration, une plicature, une rupture, et c'est pour ça qu'il faudra réaliser en première intention une radiographie de thorax. Et les deux diagnostics complémentaires, ce sera la thrombose et le manchon de fibrine. Et selon la clinique, selon qu'il y ait un gros bras, selon qu'il y ait une symptomatologie ou qu'il n'y en ait pas, s'il est asymptomatique, on réalisera la plupart du temps une opacification. Si le patient est symptomatique, on réalisera une échographie ou un Doppler. Le traitement, il sera médical en fonction du diagnostic et vous trouverez ce traitement au dos de la feuille qui permettra d'aider l'ensemble des infirmières, savoir ce qu'on doit faire et l'ensemble des médecins pour aider ce qu'il faut faire. En tout état de cause, on ne désobstrue jamais un pack sous haute pression, jamais un pack avec des petites seringues. On m'a demandé de vous dire quelques mots sur les infections et sur les cathéters. Alors, c'est facile, les infections, quand ce sont des infections locales, qu'il y a un écoulement purulent à sa base, qu'on a une grosse rougeur avec un réveil nocturne et des fièvres importantes. Quand on voit une tunnélite, quand on voit un abcès, là, c'est clair, il faudra des soins locaux, il faudra parfois retirer le cathéter. Mais parfois, quand on évoque l'infection sur cathéter simplement devant une fièvre nue, ou lorsque, signe plus spécifique, quand on aura des frissons, des décharges lors de les mises en charge du cathéter, lors de l'utilisation du cathéter, il faudra faire venir le patient en milieu hospitalier pour réaliser des hémocultures différentielles qui signeront le diagnostic d'infection sur cathéter et qui déboucheront la plupart du temps sur le retrait du cathéter. Le cathéter est cependant précieux dans notre population de malades cancéreux et il existe de nombreuses causes d'infection, donc il faudra bien faire le diagnostic de lien de causalité entre infection et cathéter avant de retirer celui-ci, car parfois les poses de nouvelles voies veineuses sont difficiles chez ce type de patient. Voilà, je vous remercie de votre attention concernant les cathéters. Je peux vous dire deux mots sur sur l'intelligence artificielle et le diagnostic précoce sur le diagnostic précoce des infections sur cathéter. Au centre, on essaye de développer, avec l'aide de eCure Search, on essaye de développer un logiciel, une application téléphone pour aider les infirmières à domicile, les infirmières isolées et parfois les infirmières même de services hospitaliers à avoir un avis sur le caractère sain ou pas sain d'un cathéter. Ce dispositif est en cours d'élaboration. Il permettrait à l'aide d'un smartphone de faire un diagnostic précoce d'infection sur cathéter. L'idée est que énormément de patients ont des cathéters qui sont à domicile
ou au monde hospitalier que, par exemple, 8% des infections sur cathéter sont acquises à domicile et que ça aggrave la mortalité et la morbidité chez nos patients. Ça donne un désagrément important et ça augmente les coûts hospitaliers et non hospitaliers de la prise en charge. Et qu'il y a souvent une association entre des signes locaux et les infections en rapport avec les cathéters, et que souvent, les professionnels de santé et les patients eux-mêmes ne peuvent pas ou ne savent pas diagnostiquer les premiers signes d'infection sur cathéter parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a un manque de formation, parce qu'il y a un manque de moyens. Et donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de vous proposer un outil qui puisse vous aider. Et donc, par l'intermédiaire d'un smartphone et de l'intelligence artificielle, vous aider à savoir si le patient peut rester tranquillement à la maison, si l'aspect extérieur du cathéter est tout à fait normal ou s'il y a lieu de s'inquiéter, qu'il faut consulter le centre hospitalier poseur. Donc, aujourd'hui, nous avons un logiciel d'intelligence artificielle qui est écrit, qui est en cours maintenant de finalisation, c'est-à-dire d'apprentissage. Pour avoir ces apprentissages de l'intelligence artificielle et des ordinateurs, eh bien, il faut lui fournir des photos. Il faut qu'il puisse avoir des photos de différentes peaux, de différents cathéters, de différents moyens de fixation, des cathéters normaux, des cathéters anormaux. Et donc, il doit à peu près avoir 10 000 photos pour pouvoir commencer à être fiable. Eh bien, on y arrive aujourd'hui, on commence à être à 2000 photos. Donc, on est en train de monter en puissance sur la prise de photos sur des cathéters normaux ou anormaux, ayant des complications ou sans complications. Il nous faut aussi des peaux blanches, des peaux noires, des peaux jaunes. Enfin, vous voyez tout ce qu'il y a comme variation de couleurs. On travaille donc avec notre organisme de recherche. Il faut faire Google DeepCat. Google DeepCat, il faut s'inscrire et mettre son compte professionnel, son email professionnel dessus. Et après, c'est très facile. Une fois que vous avez votre connexion, honnêtement, ça demande 30 secondes pour entrer une photo dedans. Et ça permettrait à notre logiciel d'être abondé à la fois par la ville et à la fois par le monde hospitalier pour les complications de nos cathéters chez nos patients. Ça vous aidera dans le futur, j'espère. Nous sommes en 2023, j'espère fin 2024, vous aurez à disposition ce logiciel. Plus on aura de photos, plus vite on aura de photos, plus vite on aura le logiciel à disposition. Et plus il y aura de photos, plus il sera précis, moins on se trompera sur les infections sur cathéter et plus ça vous aidera. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on a une. Que faut-il faire si à la base de la valve, le cathéter a vrillé et a tendance à s'écraser depuis? Alors, ça existe, ça arrive pour les très vieux cathéters. Ça veut dire que le pansement a souvent été fait avec un cathéter plié, voire vrillé. Et donc, l'idéal aurait été d'intervenir en amont. Donc, on a fragilisé le cathéter en le pliant de la même façon à plusieurs reprises. Donc, l'idéal est de ne pas le plier sur les premières fois et essayer de le remettre dans l'axe pour les pansements suivants. Et si vraiment il est fragilisé, il faut le faire changer. On a l'air d'avoir répondu à toutes vos questions. Donc, écoutez, vous remercie de votre attention, d'être resté si nombreux. La durée de vie d'un cathéter, me demande-t-on encore? La durée de vie d'un cathéter, tout dépend de quel type de cathéter. Eric vous a dit que pour les midlines, c'est environ 30 jours. On est plutôt plus court que 30 jours, en fait, que 30 jours. Disons qu'au maximum, c'est 30 jours, mais en fait, la demi-vie moyenne d'un midline, c'est plutôt 6 jours. Les peak lines aux États-Unis sont des cathéters vendus pour 6 mois, 1 an. Et en fait, notre record, c'est 3 ans et demi.
et encore simplement parce que le pas de vis était un petit peu abîmé. Et puis, les chambres implantables, ben, tant qu'on les utilise et tant qu'ils sont utiles, on peut les garder, ils sont fonctionnels. Une chambre implantable, par contre, qui n'est pas utilisée pendant environ 1 an, il faut prévoir son retrait et demander à votre patient de prendre contact avec le centre qui l'a posé, car effectivement, un corps étranger n'est pas bon à garder pendant trop longtemps. Souvent, un manchon type Tubifast est mis pour le confort du patient. Est-ce possible? Le Tubifast, c'est ce qu'il met sur l'avant-bras? Oui, on peut mettre ce manchon Tubifast, mais on peut aussi conseiller aux patients d'aller sur des sites vestimentaires où il y a des protections, je dirais, plus sexy et plus jolies et pour passer plus inaperçu. Mais le Tubifast, c'est une très bonne idée pour protéger notamment le PICC line. Existe-t-il des cathéters à mémoire de forme pour éviter le brillage de la déformation? Non, le vrillage de forme, c'est une anomalie du pansement et réellement c'est une dérive dans le pansement tel qu'il est fait et normalement non. La qualité du plastique devrait prévenir ces choses, mais non, normalement ça devrait pas exister. Bien, écoutez, on vous remercie de votre présence et ben, on espère qu'on a répondu à vos questions et à vos attentes. Alors, je ne peux pas remettre la caméra parce que vous avez dû la débrancher, mais simplement pour vous dire merci de votre attention. Le prochain webinaire aura lieu le 9 mai. Il sera sur la prise en charge des infections à domicile. Il sera animé par le docteur Stener. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions ou des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde, à les mentionner sur le chat qu'on laisse encore en ligne un petit peu. Merci beaucoup, bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.